Bienvenue à ceux qui sont présents en ce moment, puis on va attendre, pas on va attendre, on va démarrer, puis les gens vont pouvoir poursuivre la conversation. Fait que ce soir, j'ai le privilège d'avoir avec moi un ami de plus de 10 ans, je crois, que j'admire beaucoup dans son cheminement d'homme d'affaires, d'homme humain, un bonhomme inspirant qui a un bon parcours, puis on va pouvoir en parler plus en détail ce soir. Alors, je vous le présente à l'instant, c'est un ami à moi, un homme d'affaires aux multiples projets. Michel Courtemanche, comment ça va, Michel, ce soir, dans le cadre Exprime-toi? J'ai entendu dire que j'allais bien, ça doit bien aller, si la rumeur est bonne. Bon, c'est bon. J'aime ça quand tu parles à la troisième personne, comme ça, tu as un détachement déjà qui s'installe. Michel, écoute, ce soir, étant donné que moi, je te connais quand même pas mal, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, puis pour ceux qui pourront écouter en rediffusion, on va faire un survol rapide avant d'embarquer, d'aborder l'homme d'affaires, qu'est-ce qui t'a amené à ça. J'aimerais ça qu'on recule, faire un survol, si tu me permets, enfance, adolescence, comment ça se passait ou comment est-ce que tu étais perçu auprès de tes frères et sœurs ou en général ou à l'école? Est-ce que vous de me partager cet aspect-là, Michel, petit bonhomme, comment ça se passait? En fait, jusqu'à l'âge d'environ 12 ans, je bégayais. J'ai eu la vivre avec le bégaiement, avec les circonstances que ça apporte aussi. T'sais. Et puis, je viens d'une grosse famille, une famille défavorisée de Hochelaga Maisonneuve. J'ai appris jeune qu'il fallait travailler pour pouvoir survivre. T'sais. Et toute ma vie, j'ai tenté de tout faire pour sortir de la survie, mais la survie n'a rien à voir avec la richesse, a plus à voir avec un état d'être, de ce que tu crois que tu es. C'est pas ce que tu es, mais c'est ce que tu crois que tu es qui fait qui tu deviens un peu. Jeune, on vient d'une famille de 7 enfants. Ah oui, 7. Et puis, une famille... Moi, je suis le troisième. Troisième, OK. Tu as des frères et sœurs. C'est ça, des frères et des sœurs. Et puis, avec des frères et des sœurs, tu apprends à te défendre, puis tu apprends à dominer, puis tu apprends à ne pas te laisser dominer, quand tu es un dominant. Ça résume assez vite de comment ça s'est passé, l'enfance. Ça se passait bien à l'école ou c'était-tu... En fait, moi, j'allais à l'école pour dormir, parce que à peu près à l'âge de 8 ans, 7-8 ans, en fait, je vais te conter une anecdote. J'ai environ 7-8 ans, je pense que j'étais en première année. Je vais à l'école, on reste près de la rue Villot puis Hochelaga. Oui, je connais ça. Et la maîtresse nous demande d'amener de la nourriture non périssable. Et puisque moi, je bégayais à cette époque-là, et je suis dyslexique, je m'en viens sur le trottoir, puis là, j'essaie de me souvenir du mot périssable. J'arrive chez nous, là, je demande à ma mère, c'est tout en bégayant, mais une mère, elle comprend toujours le langage que tu as. Elle me dit, ouvre le garde-manger, puis prends une boîte de conserve, puis amène-la à l'école. C'est la maîtresse d'aide d'amener de la nourriture pour les gens défavorisés. Tu es dans Hochelaga Maisonneuve. Je prends une boîte de conserve, j'ouvre le garde-manger, il y a juste des pâtes alimentaires, un gros pot de melasse, puis une boîte de conserve, qui n'a pas de label après, elle est toute bossée, et dessus c'est marqué A-T-A-K-A, Ataka. Avec un crayon feutre, je commençais à écrire à mine. J'avais jamais vu un crayon feutre. Ah, c'est quoi ça? Ma mère a dit ça, c'est ce que tu manges dans le temps des fêtes, comme ça, des canneberges, tout ça. Elle dit, amène ça à l'école. Voyons, je ne peux pas amener ça, il n'y a pas de label après, puis elle est toute bossée. Elle dit, Michel, j'ai une leçon à te faire dans la vie. Concentre-toi sur le contenu et non sur le contenant. Je m'en vais à l'école, là, j'amène ma boîte de conserve, là, tu fais rire de toi, t'en punches 2-3. Et puis, 2 semaines passent, je sors de chez nous, il y a des gros paniers de pommes, des anciens paniers de pommes avec du papier d'emballage, des biscuits, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. J'ouvre ça, c'est quoi? Le maître dit, il donne ça aux grosses familles. En ouvrant, ma boîte de conserve qui est revenue. Et ça a eu une incidence sur le reste de ma vie. Là, j'ai pris la boîte de conserve, je dis, hey, mon mère, on est pauvre. Elle dit, Michel, deuxième leçon à te donner, ce que tu vas faire aux autres va te revenir. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler, aller ramasser des bouteilles avant l'école, après l'école, vendre des journaux, des peignes, en tout cas, tout ce qui était possible à faire à partir de l'âge d'environ 7-8 ans.
puis j'ai jamais lâché. Ça a comme été déterminant. Je suis tombé comme en mode survie. J'ai pris responsabilité de la famille, même si j'avais mon père. Donc, ça a déterminé tout le reste de ma vie. Donc, c'est ton côté entrepreneur partait de là, puis c'est toi qui s'occupais vraiment de la survie de la famille. Non, je ne m'occupais pas de la famille. Sauf que je me sentais comme responsable de la pauvreté de mes frères et de mes sœurs. Tu sais, si tu manques d'huile à chauffage, ben, je veux dire, tu sais, t'es la troisième semaine du mois, ben, il te reste quand même une semaine à geler. Hein? Fait que, avec là, j'allais porter des journaux, des ci, des ça. Puis vu que j'étais jeune et travaillant, le monde me donnait beaucoup de pourboires. Tu sais. Tout le monde disait, ah, moi, je suis comme un petit gars, j'aimerais ça qu'il soit comme ça. Fait que les gens me faisaient plein de cadeaux, plein de petits. Fait que ça a valorisé mon sens du travail. Puis, ça m'a fait aussi, en contrepartie, vu que c'est un fonds sans. Peu importe comment tu n'en as pas, il n'y en avait jamais assez. Dans le fond, je n'ai jamais travaillé pour la paye. Même aujourd'hui, je ne travaille pas pour la paye. C'est pas ça qui me motive. Donc, c'était un service. Il n'y en a jamais assez. Tu continues tout le temps parce que c'est tout le temps. C'est ça. Puis maintenant, ben, comment ça se transpose dans ma vie maintenant d'homme d'affaires, c'est que j'en vois pas plus la couleur. Je fais des projets, ça réussit, mais je les réinvestis dans d'autres projets. C'est un peu les projets remplacent la mère, remplacent la famille. Ben, tu sais, tu fais d'autres projets, puis je m'alimente dans les projets. Tu es un gars multi-projet, puis tu es considéré pas juste par moi, mais par plusieurs que je vois dans la perception des gens. Tu es un gars quand même prolifique, prospère, qui a du succès dans les affaires depuis des années. Moi, j'ai eu le privilège, la chance de travailler pour toi à plusieurs reprises dans des salons, de grands rendez-vous zen, de ma santé globale, qui est devenu ma santé globale. Tu as organisé des salons, tu es un organisateur d'événements incroyables. Tu as fait plusieurs symposiums, je pense, des momentum, je pense, c'est ça, d'événements chaque année. D'événements corporatifs. Des vitrines de conférenciers. Donc, ton côté entrepreneur date depuis que tu es jeune, donc c'était à la base pour la survie. C'est devenu, tu es tellement un travaillant qu'à un moment donné, ça fait dans des vies. Tu m'as conté plusieurs histoires qu'on pourra nous permettre en cours de route de voir, là, parce que tu as été à un moment donné vendeur, je pense. On ne rappelle plus à quelle époque, dans la vingtaine, je pense, tu étais quand même assez successful là, en tant que vendeur. Là. Je pense que tu avais démarré quelque chose. Je me rappelle. Dans tous les domaines où j'ai travaillé comme vendeur, j'ai toujours excellé. Oui, hein? Ben, j'ai toujours excellé. Parce que la vente, c'est de la psychologie. Si tu comprends le comportement humain, ben, tu nous partageais des trucs que tu avais comme vendeur, toi, parce que tu es devenu même un genre de mentor pour les amis vendeurs qui t'enviaient à un moment donné. Est-ce que tu peux nous partager un peu, c'était quoi, comment tu fonctionnais, pourquoi ça arrive 17 ans? Oui, tu étais déterminé, avais-tu Ben, je te donne un exemple. J'ai été dans la vente automobile je suis rentré dans la vente automobile après avoir fait une faillite d'affaires. J'ai été dans la vente automobile pendant 5 ans. Quand je suis rentré dans la vente automobile, je me suis dit, je vais faire 5 ans jour pour jour. Si je suis dans le sommet, je vais partir, je suis dans le sommet. Puis si ça ne marche pas, je vais partir si ça ne marche pas, mais je vais partir. Et puis ça m'a permis pendant ce temps-là, au lieu de faire comme les vendeurs d'auto, en tout cas à cette époque-là, j'imagine que ça doit avoir changé, j'espère pour eux. Au lieu d'être négatif, de, il ne rentre pas de monde, c'est plate, celui qui rentre, c'est pas un acheteur, regarde ce qu'il y a de l'air, blablabla. Moi, ce que je faisais, c'est que je me suis entraîné comme magicien. Fait que je m'entraînais à journée longue à faire des tours de magie dans mon bureau. Et ça m'a permis de rester allumé. Et puis, ça m'a permis d'être au sommet des ventes pour Chrysler au Canada, où j'ai été parmi les 3 premiers pendant les années que j'étais là. Tout en parlant pas anglais, pas un mot anglais. Ça veut dire que tu pas qu'il rentrait un client anglais, il fallait que je perdais mon tour. C'est l'autre qui le faisait, puis moi, c'était considéré comme si j'avais eu un client. Mais je savais que je ne pouvais pas aller sur le volume des clients, mais que j'allais sur la pertinence de closer les clients. Donc, toi, c'était la qualité, non pas la quantité, mais tu closais. J'ai compris aussi que les gens ont toujours peur de prendre des décisions. Fait que quand tu leur vends l'idée que tu vas prendre la décision pour eux, que l'autre ne peuvent pas se tromper. S'il y a quelqu'un qui se trompe, c'est le vendeur. Fait que c'est beaucoup plus facile à vendre. Est-ce que tu dirais, justement, là, tu m'amènes sur une piste, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, la psychologie des acheteurs a changé ou c'est encore similaire à dans le temps que c'est pour eux autres ou les paradigmes ont peut-être changé aujourd'hui, l'acheteur?
Je crois qu'aujourd'hui, les clients ne sont pas plus fidèles en business qu'ils le sont en amour. OK, c'est bon. OK? Avec la loyauté d'un client ne t'appartient pas. Un client, c'est de passage. Tu sais? Il a beau aimer ton produit, la fois après, juste parce qu'il veut faire changement, il va l'acheter ailleurs. On le voit, moi, je suis dans le monde de l'événement, ça se passe comme ça aussi. Y aurait-tu des trucs là-dedans quand même pour conserver ou fidéliser des clients ou ça dépend du domaine, peut-être le domaine événementiel, c'est un domaine qui bouge pas mal, là? En fait, je te dirais, moi, j'ai compris dans la vie que c'est pas qui tu connais qui fait ta réussite, c'est qui te connaît. OK. Mais quand tu as beaucoup de monde qui te connaissent, tu en as assez pour bien vivre. Mais quand tu as beau connaître du monde, c'est pas ça qui fait que tu vas t'enrichir, tu sais. Mais qui te connaît pour tes valeurs, te connaît pour qui tu es, te connaît pour ton sens de la responsabilité et de l'intégrité. Tu ne manqueras jamais d'ouvrage, tu ne manqueras jamais de clients. Et si par le hasard de la vie, tu en manques, mais considère que tu n'as rien manqué parce que la vie va t'amener ailleurs. C'est juste que tu n'as pas eu le guts d'avancer toi-même. C'est une bonne sagesse, bonne philosophie. Dans ton parcours d'homme d'affaires, donc, tu as passé plusieurs étapes de ta vie, tu étais vendeur, qui t'a amené éventuellement, je pense, parce que moi, je t'ai côtoyé depuis une dizaine d'années, je t'ai rencontré dans des ateliers justement de développement personnel, puis je voyais que tu t'intéressais à ça. Est-ce que tu commençais à l'époque, tu faisais quand même, je pense que tu as toujours fait des démarches personnelles ou au niveau de... Mais je te dis que là, à peu près 12-13 ans et plus, j'étais plus un homme de fer qu'un homme d'affaires. J'étais dur, tu sais. Tu sais, hein, c'est un gars qui fonctionnait, regarde, c'est 4,38 pour une pièce, ça fonctionne de même. Tu as des problèmes, gardez chez vous, moi je t'engage pas pour tes problèmes, bla, c'est tout ça. Aujourd'hui, j'ai plus intégré la spiritualité dans les affaires. Ce qui fait que les choses se font beaucoup plus facilement. Puis tu as plus de compassion pour les gens des fois qui n'en ont pas leur parole. Il y a des gens qui ne peuvent pas nourrir leur parole, ils n'en ont pas de parole. Leur livre d'excuses est plus grand que leur intégrité. Avec ces gens-là, ce qu'ils ont besoin, c'est qu'ils ont juste besoin qu'on leur fasse voir un peu, avec une certaine douceur, leur angle mort, au lieu de leur taper sa tête parce qu'ils ne sont pas capables de livrer, respecter les délais et autres. Comment tu appliques ça, toi, donc, la spiritualité dans tes affaires, donc, c'est de mettre plus de compassion envers les gens que tu rencontres, que ce soit des clients ou des... Bien, premièrement, maintenant, quand je travaille avec quelqu'un, après lui avoir demandé ce que je voulais, je lui demande qu'est-ce qu'il a compris. Et je dirais très souvent, la personne va dire repose-moi donc, redis-moi les noms là, pour être certain. Parce que les gens n'ont pas beaucoup d'écoute. Donc j'en fais partie. Mais l'humain n'a pas beaucoup d'écoute. Il y a toujours une écoute comme si c'est déjà ce que tu vas y dire. Puis il essaye de se trouver des réponses pour paraître intelligent. Mais quand tu leur demandes qu'est-ce que tu as saisi de ce que je viens de dire, c'est très surprenant comment est-ce que les gens vont dire peux-tu répéter? La même chose que quelqu'un va dire je vais te faire une histoire courte. Tu es sûr qu'elle va être longue. Sans ça, il ne l'aurait pas dit qu'elle va être courte. Il n'aurait pas perdu de temps. Ou les gens disent ben il va dire honnêtement, mais j'espère que tu vas être honnête. Ouais, les automatismes. Ouais, mais c'est dans la spiritualité des affaires, une des bases, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est pas un élastique. C'est être en intégrité, c'est pas que ça fait ton affaire ou que ça fait pas ton affaire. C'est pas que ça t'avantage ou ça te désavantage. C'est juste l'intégrité. Mais l'intégrité, c'est pas basé sur des valeurs non plus. C'est juste basé sur, tu sais, enceinte ou pas enceinte. Tu peux pas être en mode enceinte. Ça, c'est l'engagement aussi. Tu t'engages ou tu t'engages pas. Tu t'honores ta parole ou pas. Mais quand moi j'embarque dans des projets, je m'implique à 100%. Oui, ça je le sais. Si quelqu'un m'appelle, il me laisse un message, je vais le rappeler 3 fois, 10 fois. Mais je ne la lâcherai pas parce qu'il m'a appelé. Même s'il m'a appelé parce qu'il cherche un job. Même s'il m'a appelé pour quoi que ce soit. Parce que j'aime fermer les dossiers. C'est un closer. Oui, mais ça me permet d'être libre aussi. Oui, c'est vrai.
Ça me permet que quelqu'un m'appelle à l'improviste. Hey Michel, ça te tente-tu d'aller dîner, d'aller souper, faire de l'affaire? J'ai du temps. Parce que tu fermes les dossiers au fur et à mesure. Oui. Puis dans ton fil de vie, ce que tu observes aujourd'hui, donc tu disais tantôt, les gens ne sont pas vraiment, en tout cas les gens, pas généralisés, mais l'intégrité, ça ne court pas les rues. L'engagement, la responsabilité du collectif, c'est une minorité. Pourquoi que y a si peu de gens qui honorent leurs paroles, qui sont intègres, qui sont responsables? Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai, qui est confrontant d'être intègre ou selon toi? Ouf! Moi, je te dirais, moi, ça serait de ne pas l'être qui me causerait problème. Tu sais, parce que l'intégrité, c'est pas quelque chose que tu es. C'est pas quelque chose que je suis. C'est quelque chose qui est continuellement, qui disparaît. C'est quelque chose que tu essaies toujours de maintenir. Mais c'est jamais quelque chose que tu conserves. J'aime ça. C'est comme un muscle qui a toujours à développer. Comme un athlète ne peut pas prendre pour acquis qu'à cause de son talent, il va toujours performer. Il faut qu'il s'entraîne régulièrement. C'est ça. Puis il sait que quand il va avoir 100 ans, il n'aura pas la même performance qu'avant. Mais c'est quelque chose, c'est la même chose, l'intégrité, c'est quelque chose qui te permet de continuellement te poser la question, est-ce que je suis en intégrité? La minute que tu te poses la question si tu es en intégrité, généralement tu l'es. Quand tu ne te poses pas la question, tu ne l'es pas. C'est vrai, c'est bon. Donc, c'est bon qu'il y ait des personnes qui nous rappellent régulièrement, qu'on entende, ou que nous-mêmes, on applique la discipline, l'intégrité, la responsabilité, l'engagement. Effectivement, c'est des muscles qui ne sont pas innés. Ils disent, hey, je suis intègre, moi. Mais ça, tu le sais quand tu fais un sondage. Moi, à un moment donné, j'ai fait un sondage aux gens. Tout le monde que je rencontrais me disait pendant. Des fois, je fais ça à tous les X nombre de temps. Là. Généralement, c'est aux 2-3 ans. Tout le monde que je rencontre, je leur demande c'est quoi mes valeurs d'après toi? C'est quoi les valeurs que tu reconnais en moi? Puis c'est quoi les valeurs que tu crois que j'ai le moins? Et je suis très surpris des réponses. Puis en même temps, la réponse vient juste de eux ne peuvent pas reconnaître ce qu'ils n'ont pas. Exactement, c'est toujours de la perception. La perception qu'ils ont, c'est où est-ce qu'ils sont, puis par rapport à tout. C'est exactement ça. Mais la façon qu'ils te l'adressent, dans l'énergie que te l'adresse, ça te permet de vibrer, puis ça a une vibration qui te permet de voir, oui, c'est pas que, je leur dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, je vais juste recevoir ce qu'ils disent. Hein. Michel, moi, je t'ai connu dans le monde de l'événement corporatif. Qu'est-ce qui t'a amené à l'événement corporatif? Parce que tu étais vendeur longtemps, prolifique, tout ça. Y a-t-il un élément déclencheur qu'un jour tu es tombé dans le bassin, comme on dit, de l'événementiel? Parce qu'événementiel, on ne se cachera pas, c'est pas un domaine qui est super connu par tout le monde. C'est un domaine quand même pas sectaire, mais différent un petit peu des différents domaines. En fait, je m'étais fait une liste, je voulais changer de carrière, je m'étais fait une liste de tout ce que j'aimais dans la vie, moral et immoral. C'est une liste que tu montres à personne. Tu es même gêné de la regarder toi-même. Puis, tout ce que j'aime pas, moral et immoral. Puis après ça, j'ai fait des liens des choses que j'aimais. Là, j'ai fait des croisés. Et là, à un moment donné, il y avait plein de choses que je voyais qui m'intéressaient. En fait, j'étais intéressé par un paquet je ne savais pas pourquoi, mais un paquet de colonnes de gauche avec la colonne de droite qui se croisaient. Et je m'en vais voir un numéro du Cercle du Soleil, le premier numéro. Et dans tout le cirque, ils font juste apparaître une boule de cristal. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai fait, wow, hey, vraiment, j'ai un magicien, moi. Dans ma liste, ça disait que je voulais être bien habillé, je voulais être dans le jet set, je voulais être reconnu, je voulais impressionner, blablabla, blablabla. Et je suis devenu, et là, pendant ce temps-là que j'étais dans la vente automobile, je me suis dit que c'est une bonne place. Pendant ce temps-là, je vais m'entraîner pour devenir un magicien professionnel. Et là, je suis devenu magicien professionnel. Là, je voulais au tout début, des magiciens pour adultes, il n'y en avait pas beaucoup, ou très peu. On était 8 au Québec. Et là, j'ai commencé à faire le Salon du monde des affaires. Et là, en faisant le Salon du monde des affaires, là, j'ai eu des reportages, des articles, etc. On a fait 15 000 prestations dans ma carrière d'agence. Wow. Okay, dans le corporatif.
Et Et toi, puis, tu as été longtemps magicien, toi, au départ, comme magicien, tu as œuvré pendant quelques années? en fait, moi, j'ai pas fait longtemps de la magie. Mon ego était trop fort. En fait, ce que je reprochais au magicien est encore plus fort pour moi. Tu sais, tu arrives à la terre, puis la personne te dit une niaiserie. Là, peux-tu faire disparaître ma femme? C'est toujours les mêmes affaires. Et puis là, à un moment donné, ça me tentait plus. Quand le dernier contrat que j'ai fait, c'est le mariage de Céline Dion, parce qu'elle voulait absolument que ce soit moi et Roger. Et puis, après ça, j'ai arrêté de performer. Je me suis plus concentré sur la magie de communication, monter des tours de magie pour les compagnies, puis tout ça. Corporatif. Corporatif. Et de là, j'ai voulu partir, j'ai voulu exposer dans un salon, parce qu'il n'y en avait plus. Et là, j'ai approché 8, 9, 10 producteurs d'événements. Ils m'ont tous dit que ça ne marchera pas, c'est un milieu trop protectionniste, tout ça. Le 10e m'a dit, moi, ça m'intéresse, mais si tu embarques avec moi, mais moi, je me retire dans 3 ans. OK. Fait qu'on est parti le salon ensemble. Et puis, moi, je connaissais pas mal le monde. Et puis, lui, il savait comment monter un salon. Et maintenant, le salon, ben, je te dirais que le salon, c'est ce qui me fait vivre. Puis la magie, ben, elle n'existe plus dans le sens, l'agence de machine, genre, n'existe plus. C'est avec le web, tout a changé. Et de là, j'ai fait un magazine sur l'événement, des colloques sur l'événementiel, des showcases de divertissement, des vitrines pour les conférenciers. Et je suis devenu la plaque tournante de cette industrie-là. Oui, tu es une référence au Québec. Moi, écoute, je te vois sur LinkedIn, je vois partout, tu es considéré comme une référence. Moi, ben, j'ai environ 20 000 contacts dans le milieu. Excellent, bravo. Écoute, j'admire tellement ton authenticité de nous partager ça. Puis c'est grâce à la magie que tu as démarré en tant que vendeur, que tu à temps perdu, que tu as développé, qui t'a amené à l'événementiel. Je dirais que c'est grâce à ma boîte de conserve. Ah oui, la boîte d'Atrica. Oui, qui m'a montré que si je veux avoir une vie différente du véhicule dans lequel je suis élevé, tu sais, tu pars de loin, tu bégais, tu es dyslexique, qui fait encore de moi une personne dyslexique. Que bien des gens ne le savent pas, mais je suis une personne dyslexique. J'ai arrêté vraiment de bégayer dans ma tête vers l'âge de 50 ans. Dans ta tête, et non pas physiquement. Ça fait longtemps que tu avais arrêté. Oui, mais il fallait que je prenne une respiration avant de parler. Okay. Tu sais, pour pas bégayer, tu sais. Wow. À moins de connaître exactement ce que j'avais à dire. Mais je n'aurais pas pu improviser comme maintenant. Qu'est-ce qui a fait ce switch-là à 50 ans? C'est-tu parce que tu avais des prises de conscience, tu es arrivé à eu des... Parce qu'à vers l'âge de 50 ans, c'est là que j'ai pu comprendre que mon dialogue intérieur, qu'il y avait un dialogue à l'intérieur de moi qui n'était pas moi. C'est juste un dialogue. Avec la petite voix, elle ne m'appartient pas. Puis elle n'est pas moi. Elle fait juste capter des choses qu'elle me dit. Fait que, longtemps, j'ai cru que j'étais ma petite voix. Fait que si ma petite voix elle dit que je suis un gars qui bégaye, c'est parce que je bégaye. Évidemment, je peux faire confiance à ma petite voix. Mais c'est pas ma petite voix, c'est la petite voix. Wow. Aujourd'hui, on appelle ça le hamster ou le mental. Écoute, tu t'es dissocié de ça, tu as vu vraiment que c'était distinct, c'était pas toi. Toi, tu as pris le pilotage. Puis, avec le cheminement, avec l'entraînement, ben, je suis devenu l'observateur qui observe celui qui vit l'expérience, qui est moi-même. Avec la petite voix, elle est beaucoup plus... tu sais, ça m'a permis aussi d'être de nature un tempérament colérique à pu devenir colérique. Parce que ça aussi faisait partie de la petite voix. La colère faisait partie du personnage souffrant ou de la petite voix. Si la colère dit hey, il faut que tu sautes d'en face, c'est tout bad, hein, tu viens de sauter d'en face. Tu ne te poses pas de questions, c'est ta petite voix. C'est toi. Mais dans le fond, c'est pas moi. Mais la majorité des gens confondent la petite voix avec qui ils sont vraiment. Et ça va avec les excuses, puis les peurs, puis les résistances, etc. Est-ce que tu t'emploies un outil quelconque? Fais-tu de la méditation, du yoga, ou as-tu une discipline quelconque? C'est juste une réflexion que tu fais régulièrement? Ben, je fais un peu de méditation. Tu sais, j'en fais pas énormément, mais je fais un peu de méditation. Je fais des voyages spirituels aussi. Mais je dirais que je fais beaucoup plus j'ai plus une conversation avec moi-même à un autre niveau qu'avant. Tu sais?
Exemple, comme dans mon langage intérieur, dans ma conversation intérieure, j'ai banni le mot peur. J'ai réalisé avec tous les cours que j'ai suivis, on nous revient toujours avec de quoi tu as peur, puis tu sais, tu es en affaires, as-tu peur de prendre des risques, as-tu peur de perdre une peine d'amour, as-tu peur de perdre de l'argent? Puis dans le mot peur, il y a beaucoup d'agrégats. Tu sais, parce qu'il y a des millions de personnes qui sont mortes dans la peur. Donc, au lieu de mettre le mot peur, maintenant, je me dis, est-ce que je suis inquiet? Est-ce que j'ai un doute? Ou je suis juste préoccupé? Et ça a tout démystifié tout mon développement personnel, tout mon développement d'affaires. Quand je fais un projet, je me dis, tu sais, des fois, est-ce que j'ai une inquiétude mais si je me dirais j'ai peur, juste le mot peur, je le dis, là, puis je sens des vibrations dans mon corps. Il y a dans l'inquiétude, dans le doute, dans la préoccupation que je n'ai pas. Je l'ai au niveau de la tête, mais je ne l'ai pas physiquement. Donc, c'est facile de s'en débarrasser. C'est comme si tu apportais des nuances au niveau de l'inquiétude. Un dimmer. C'est ça, un dimmer, exactement. Parce que la peur, ça fait plus comme un choc électrique. Oui, c'est ça. Puis on l'emploie, c'est comme le mot amour. Tu entends des gens qui parlent de leur chien, leur chat, ici, mon amour, le facteur, ici, de ça. Ça a tout de sens. Le mot amour n'a plus la même connotation que dans certains moments de la vie avec certaines personnes. Mais le mot peur, lui, il fait peur à tout le monde. Oui, puis il y en a qui s'alimentent de la peur, effectivement. Donc, on apporte dans une bonne piste, la spiritualité occupe de plus en plus ta vie depuis peut-être une dizaine d'années, je ne sais pas, tu as dit 50 ans, tu es tout jeune, tu as 55, ça fait, mettons, 5 ans. Mais la spiritualité, donc, tu as dit tantôt, tu as fait des voyages spirituels, tu me partageais des... Tu vois, entre autres, j'ai eu le bonheur d'aller 2 fois voir John of God, Jean de Dieu au Brésil, qui est un guérisseur de haut niveau, qui est référé par le Dalai Lama, il est référé par Oprah, il est référé par des personnalités célèbres. Et lui, ce gars-là, il ne change pas une scène quand il y va. T'sais? Et puis, en fait, pendant 3 jours par semaine à cet endroit-là, il reçoit 1250 personnes. Personne ne t'accueille de rien, là, t'sais. Et puis, après ça, il s'en va 2 jours dans la montagne pour aller voir ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas d'auto, tout ça, pour aller faire des traitements. Et lui, il fait des traitements énergétiques. Et je me suis fait opérer là, par lui 4 fois, sans qu'il te touche. C'est vraiment flyé, mais ça ne me donne rien de rentrer dans les détails parce qu'il faudrait que je tente de prouver quelque chose que je n'ai rien à prouver. Mais Oprah le réfère énormément. Wayne Dyer a été opéré par lui. C'est vraiment une sommité dans le milieu. Mais l'idée, c'est que quand tu élèves ton taux vibratoire, ton niveau de conscience switch aussi. C'est ça qui est intéressant. Et quand j'ai été là, en fait, ce que je voulais, c'est avoir une paix intérieure. Mais j'aurais pu ne pas aller là, parce que je l'avais déjà. C'est juste que c'est moi-même qui ne reconnaissais pas. Parce que, on a toujours tout en soi. Hein. Lui, il fallait comme activer ou juste te faire prendre conscience, prendre contact de ta paix intérieure que tu avais déjà. C'est ça, simple. Tu dis que tantôt, tu as eu des opérations, tu es allé 4 fois, as-tu eu des opérations au niveau physique? J'ai eu opération physique, mais il ne touche pas. Hein? Il ne touche pas, tu passes devant 3 secondes, 5 secondes. Tu es 24 heures dans ta chambre. J'ai été, avant de partir, là, moi j'y allais comme curieux, la première fois. Puis avant de partir, j'avais été chez le médecin, puis il m'avait fait passer des tests de prostate. Puis j'ai été à 7,5, 8. Genre, c'est une bonne nouvelle. Sur 100, non, c'est sur 10. Il dit, tu pars pas en voyage, regarde, tu passes le premier salaire si on te fait opérer. Non, je m'en vais en voyage, tout ça. Et je me suis fait opérer là-bas. J'ai tout senti l'opération dans la nuit. Vraiment, là, senti l'opération, comme je jouais des parties génitales, mais de l'intérieur. Je chantais des parties de mon corps que je n'avais jamais senties.
Non, non, je suis tout seul dans ta chambre 24 heures. Là, je suis OK. couché dans ma chambre, puis là, je me dis, bon, mais je suis en train d'halluciner. Moi, c'est-tu l'effet placebo? Ouais. Donc là, j'ai dit, entité, manifestez-vous, donnez-moi la preuve que c'est vrai. Vous savez, je suis un sceptique. J'ai eu une érection qui a duré quelques heures, une érection énergétique. Ah, que ça fait mal, mon gars. Il n'y a rien de Ouais. plaisant. Oh, que ça fait mal. T'sais? Comme si tu avais une crampe d'une jambe, mais tu ne l'as pas d'une jambe. T'sais? Et puis, après ça, quand je suis revenu, j'ai passé des tests, puis j'ai été à 3,5. Et maintenant, je passe des tests à tous les 6 mois, puis, ben tiens, ça doit être une erreur de diagnostic. Bravo. Tu n'as rien Ouais. justifié. Toi, tu le sais que tu as passé d'état X à Y. Bon, écoute, je connais plein de monde. Depuis que j'y ai été, au moins 40 personnes que je connais qui ont été. Qui ont eu des transformations, des améliorations considérables Je dans te leur... dirais que la grande majorité en ont eu, certains en ont pas eu. Parce que si tu vas là-bas, exemple, puis que tu veux jouer sur ton, tu amènes ton portable, ton ordinateur, puis tu te promènes avec ton ordinateur à la journée longue au lieu d'être en mode de méditation et tout ça, ben, je veux dire, si tu veux faire la même chose que chez vous, voilà, tu n'auras pas plus de résultats que chez vous. Ouais. Même j'ai vu des gens qui avaient le cancer. Il y avait une femme avec nous autres, phase terminale 4. Maintenant, elle fait du camping. J'ai un de mes bons chums, moi, que lui, il n'a jamais pu se rendre. T'sais. Il est mort avant. Ça n'empêche pas les gens, ça n'empêche pas ton destin de se manifester. Si tu as à y aller pour que tu guérisses, ça fait partie de ton destin. Puis si tu n'as pas à y aller, ben, tu ne vas pas. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Tu mentionnais tantôt que Wayne Dyer, qui est un grand personnage que tout le monde a connu, ben, il a changé d'adresse, mais c'est quelqu'un, je pense, qui t'a inspiré beaucoup. Puis lui, il est allé déjà, je pense, voir John of God. Hein? Wayne Dyer, il n'a pas été. Non? Wayne Dyer, il avait eu un diagnostic de leucémie. Ah ouais? Et puis, il se promenait sur la plage. Lui, il restait sur le bord de la mer. Il se promenait sur le bord de la mer. Puis là, il y a une femme marraine, puis elle dit, il était triste, puis tout ça, puis elle dit, Monsieur Dyer, elle dit, ça n'a pas l'air à aller. T'sais? Puis il dit, je ne sais pas d'où elle sortait. Il l'a vu juste une fois. Puis elle dit, elle dit, vous devriez voir John of God, Joao, c'est un guérisseur, ça pourrait vous aider. Et là, lui, il a fait des recherches. Et puis, il a pris un rendez-vous à distance et il s'est fait opérer chez eux. Mais lui, il est au Brésil, là, puis lui, il était chez eux aux États-Unis. Et puis, il s'est fait opérer à distance. Là, on va passer l'histoire, là. Mais, et là, lui, à un moment donné, il faut que tu sois habillé en pâle dans ton lit, et tout ça. Et là, lui, il s'est dit, ben, c'est une couple d'heures, elle va me lever, là, c'est une grande de choses. En débarquant de son lit, il est écrasé à terre. C'est ses enfants qui l'ont embarqué dans le lit. Parce qu'il est en pleine opération. Et puis, après ça, il a passé des tests et puis il a guéri de sa leucémie. Il est décédé aujourd'hui d'autre chose, mais ça a guéri de sa leucémie. Et Wayne Dyer, c'est un des 5 top conférenciers au monde. Oui, oui, oui. Mais ça, tu penses, cet événement-là date au moins de 10-15 ans avant qu'il meure, je pense. Est-ce que ça se peut? Oui, oui. Mais lui, il n'est pas mort, ça ne fait pas longtemps. Ça fait à peu près 2 ans qu'il est mort. Ouais, Mais lui, il avait son assistante, puis elle était paralysée du côté droit, du côté gauche de la figure. Puis elle s'est fait opérer, puis quand elle est revenue sur la scène, elle n'était plus paralysée. Tu sais, tu ne peux pas faker ça, là. Hein? C'est pas quelque chose que tu peux faker. La salle, tu vois, depuis des années que le monde la suivait. Ça. Et étrangement, tous ces phénomènes-là, moi, je suis ouvert à ça. Là, c'est que c'est pas la masse qui est ouvert à ça. Puis c'est pour ça qu'on n'entend pas nécessairement parler partout dans les journaux, parce que justement, ça ouvre des conversations qui finissent plus, puis ça ouvre des cannes de verre. C'est pour ça que ça reste plus fermé. Les gens qui ont à le savoir, ils disent qu'on va savoir, mais ça se bouche à oreille. Moi, personnellement, là, le même discours que je tiens présentement avec toi, là, je peux le tenir avec n'importe qui, n'importe quel temps. Ça ne fait aucune différence. Que ce soit un client, un vieux, un jeune, quelqu'un que je rencontre. Puis, ce qui me surprend le plus, c'est que les gens qu'on croit spirituels, OK, souvent ne le sont pas autant que tu penses. Puis ceux que tu penses qu'ils ne le sont pas, bien, il va dire ils le sont. Fait que c'est pas dans le langage, c'est dans l'action des gens. Tu sais, il y a des gens qui se disent bien spirituels, mais ils n'aident pas leur prochain. Ils fonctionnent tout juste en fonction d'eux. Il y en a d'autres qui ne disent pas un mot, puis ils le sont. Tu sais. En fait, aussi, ça dépend c'est quoi la définition de la spiritualité. Selon toi, c'est quoi la définition de la spiritualité?
Bien, en fait, la spiritualité, c'est d'être le plus près de son Dieu intérieur. Tu sais? Quand que, exemple pour moi, puis pour un autre, c'est autre chose, mais quand je suis vraiment, quand je suis dans l'enthousiasme, quand je suis dans la personne qui n'essaie pas de forcer les choses d'arriver, qui est dans le lâcher prise, qui est dans la reconnaissance, dans la gratitude, je suis dans ma spiritualité. En fait, on est des êtres spirituels se sont incarnés dans un corps physique. C'est pas l'inverse. Le monde cherche après leur spiritualité, mais on l'a à l'intérieur de nous. C'est, dans le fond, hein, comme on sait, ceux qui ont fait landmark, c'est qu'est-ce qu'on doit laisser aller pour se découvrir soi-même. Parce que ça ne vient jamais d'ailleurs. Donc, on serait complet, mais souvent, on est juste des carapaces, puis on a accumulé des peurs, des résistances sur le truc. Fait qu'on n'est pas soi-même. À la base, on est complet à l'intérieur. Mais on a même la prétention, exemple, de lire un livre. Au lieu de lire, mettons, tu lis un livre sur un motivateur ou de la réflexion. Au lieu de juste dire, hey, le livre est en train de lire en moi. Oui, c'est ça. Hein? Mais ce niveau-là que tu parles, mais ce niveau-là, on devrait tous parler ce langage-là, mais arriver à ce détachement-là, comme tu mentionnais tantôt, il faut se le faire dire, il faut réaliser que, hey, c'est longtemps, j'étais en quête de paix intérieure, je l'avais déjà, hey, c'est longtemps, j'étais en quête de ça, mais là, mais l'humain est ainsi, l'ego est dans le chemin. Puis, c'est ça, c'est l'ego qui a tendance à nous mener, hein? Oui, souvent, c'est ça, exactement. Puis, dans ton parcours, donc, tu disais tantôt qu'à l'âge de 50 ans, là, tu as pris conscience vraiment de la petite voix. C'est pas mal à 50 ans qu'il y a eu vraiment un virage, un élément déclencheur dans ta vie, en tant que la spiritualité, ton humanisme, la compassion, l'homme que... À 51 ans précisément. OK. J'ai fait une formation, j'ai été suivre j'ai été faire pas une formation, mais j'ai été au forum de Landmark, qui dure 3 jours. Et quand je suis sorti de là, comme les 150 personnes qui étaient dans la salle, je n'étais plus la même personne. Les gens, quand je suis revenu à mon bureau, les gens ne reconnaissaient plus l'homme que j'étais. La preuve, c'est qu'ils l'ont tout fait. Après ça. Tout le monde dans mon bureau le fait. À leurs frais, mais ils l'ont tout fait. Landmark. Tu as fait le forum, tu as fait d'autres coups, puis sans nous partager tout le contenu, parce que je sais qu'il y a de la confidentialité, mais qu'est-ce qui s'est passé du moment avant que tu rentres et après? Ben, c'est quand. Oui, j'ai fait d'autres cours aussi. J'ai fait des cours aussi. C'est que quand tu ne règles pas ton passé avec ton père et ta mère, que tu les aies connus ou pas, tu sais qu'ils soient vivants ou pas, ta vie ne peut jamais être en parfaite harmonie. Et puis, moi, ça faisait 37 ans que je t'en maudis contre mon géniteur, contre mon père. Pas qu'il avait travaillé toute sa vie pour nous nourrir, toute l'équipe, mais je lui donnais tort. Puis quand j'ai fait le forum, ils te font réaliser, tu m'aurais dit, tu vas y aller, puis tu vas être chum avec ton père après, je n'aurais pas été, tu sais, pour avoir raison de l'haïr. Puis quand j'ai été là, puis là, à un moment donné, on dit, regarde, là, je sais ça, j'ai appelé mon père, puis là, j'ai voulu que je fasse des téléphones, trouver son téléphone. J'ai dit, c'est ton gars Michel, ah, salut, je faisais, je parle jamais. Fait que je dis, je t'appelle parce que je suis en train de faire un cours, puis là, je réalise que j'ai pas été le fils, tu n'as pas reçu l'amour du fils que tu avais pu recevoir. Puis je vais en prendre responsabilité. Et je t'appelle pas pour te dire que tu es coupable de quoi que ce soit, que moi je suis coupable de quoi que ce soit. Je veux juste te dire que si tu es prête, on ira prendre une bière ensemble, on pourrait créer une nouvelle relation. Il aurait pu me dire blablabla, puis ça aurait été correct. Il m'a dit, OK, quand tu es prête, mon gars, je suis prête. Et maintenant, je parle au moins une fois par semaine, puis on est 2 grands chums. Je pose des questions que je n'aurais pas eu la chance de poser. Tu sais, qui tu vas poser la question à ton père qui a 83 ans, 87 ans, il vient d'aménager avec sa nouvelle blonde. Tu sais? Là, je peux lui poser des questions. C'est comment quand elle se déshabille la première fois? Tu sais? Hey, peste, mais ça ne va pas être bien beau quand ça se déshabille. Michel m'a répondu, Michel, la vie est bien faite. En vieillissant, la vue baisse. C'est bon. C'est bien fait, la vie. Tu sais? Donc, je peux lui poser des questions sur un paquet d'affaires, tu sais, que je ne pourrais pas poser à d'autres personnes parce que le monde,
C'est comment faire une érection quand tu as tel âge, puis tel âge, puis comment ça se passe, puis toi, puis tout ça. Il n'y a pas un gars qui va vouloir te répondre, il va penser que c'est pas ce fou-là. Mettons, je pose toutes les questions possibles. C'est bon. Là, tu as vraiment réconcilié avec ton père. Je trouve ça extraordinaire d'entendre ça. Ça me touche de voir que. Puis, j'ai réconcilié avec ma mère aussi. OK? Oui. Sans rentrer dans les détails, elle m'avait profondément, très, très profondément blessé, là. Blessé un être profond. Et puis, j'ai pu, moi, me pardonner d'avoir entretenu mon côté victime. Mm. Parce que, moi, si quelqu'un m'aurait dit que tu es victime, je t'aurais sauté dans la face. Mais on est tous victimes. On a tous un côté victime. Et la minute que tu le reconnais, il disparaît. Mais il y a besoin de reconnaissance pour disparaître. Puis j'ai la paix intérieure avec mes parents. C'est beaucoup plus facile d'avoir des relations amoureuses épanouies quand tu as la paix intérieure avec tes parents. C'est la base, hein? Puis dans le fond, là, c'est un peu comme on juge nos parents quand on est jeune, quand on vieillit. Là, c'est à cause de mes parents, puis tout ça. Mais quand des parents, à quel âge qu'ils nous ont eu? Regarde, on a, nous, 40, 50 ans, 60 ans, on voudrait que les jeunes parents qui ont 25, 30 ans aient la même expérience qu'on a. Oublie ça. C'est pas ça la vie. La vie, c'est autre chose. Ton père, je l'ai dit tantôt, on a toutes, on a des étapes dans la vie, puis la vie est bien faite. Soit que ta vue baisse, mais quand t'es jeune, ta vue est tellement ouverte que c'est pour ça que tu Oui, c'est ça. Ben oui, ta vue est tellement ouverte que, en fait, tu sais, moi, ce que je réalise, j'ai 62 ans, ce que je réalise, c'est que le désir, OK, le désir tue l'instant présent. Parce que quand tu es dans le désir, tu veux désirer avoir une autre voiture. Tu as une blonde, mais peut-être c'est une autre, que c'est plus belle, plus ci, plus ça, plus fine, plus ci, plus ça. Tu désires un autre job. Tu passes. En vieillissant, le désir s'estompe, mais l'appréciation grandit. Puis moi, j'ai vécu ça où j'ai eu à me poser des questions. Je me disais, hey Michel, es-tu rendu un homme résigné? T'es-tu résigné que les choses soient comme ça? T'es-tu rendu vieux? Parce qu'on associe la maturité à la vieillesse. Mais la maturité, ça n'a pas d'âge. On en connaît des bonhommes, des bonnes femmes qui sont cons. Ils étaient cons à 20 ans, il y en a 80 qui sont encore cons. Il y en a d'autres qui ont 20 ans, 25, 30 ans, qui disent waouh, quelle sagesse! Mais ce que j'entends, puis ça me parle beaucoup, mais c'est certain que quand on vieillit, la maturité s'installe normalement. Mais plus jeune, c'est plus difficile peut-être de faire prendre conscience à des jeunes que le désir est dans le chemin, parce que c'est la nature même d'un jeune de désirer, de grandir, d'avoir de l'amitié, de rentrer dans le bac. Mais les personnes plus âgées ne prennent pas le temps de nous parler non plus. Les personnes, c'est quand tu as quelqu'un et qui te parle, ça donne une résonance. Généralement, ce n'est pas ton père ni ta mère. Mais si tu as un oncle ou un ami plus âgé qui te parle, tu vas le prendre en considération, tu vas regarder sa vie. S'il y a une vie de barreau de chaise, tu n'as pas le goût d'avoir la même vie que lui. Mais s'il y a une vie épanouie, puis que c'est une personne qui se réalise, homme ou femme, mais qui est en pleine réalisation, ben, tu vas avoir le goût on a tendance à vouloir singer un peu ce que les autres ont, tu sais. Il y a aussi la gratitude. Si tu te couches le soir en faisant tes gratitudes, qu'est-ce que la chance t'a permis, comme là présentement, d'être avec toi, d'être avec d'autres personnes que je ne vois pas, mais c'est l'univers dans le fond, tu sais. Bien, tout ça, toute la gratitude de se lever en santé, d'avoir un chien, un chat, un ci, un ça, d'avoir une paix intérieure, la santé, d'avoir une victoire sur notre comportement, d'avoir des problèmes qu'on a eus, puis les reconnaître qu'on a eu ces problèmes-là, qu'on a passé en travers, puis let's go, heureusement que je les ai eus, ça m'a permis de passer en travers ceux-là. C'est la gratitude qui nous amène la béatitude. C'est rien d'autre que ça. La gratitude, c'est quelle belle philosophie, parce que la gratitude, c'est ça nous permet d'apprécier et reconnaître qui on est, reconnaître les gens autour de soi, exactement.
as tellement de sagesse, Michel, je vois que tu... Oui, mais c'est quand ça fait 22 ans que tu es en couple, là, tu as un miroir à tous les matins devant toi. Tu as un miroir le matin, tu as un miroir toute la journée. Tu sais? Tu peux difficilement te cacher. Ouais. Et vice-versa aussi. Là, je regarde le temps avancé pour passer à la deuxième période, mais avant, je tenais à te remercier, Michel, parce que tu es un gars généreux puis inspirant, puis aujourd'hui, ben, tu es reviré sur un 10 cents parce que j'ai eu des cancellations, puis aujourd'hui, je t'ai appelé, puis tu as eu de la générosité de dire, Perry, oui, j'y vais. J'apprécie beaucoup, ça me touche. Merci. Ça me fait plaisir. Merci aux auditeurs d'être là. On va passer maintenant à vos questions, messieurs ou mesdames qui sont présentes. Si vous avez des questions adressées à Michel en lien avec son parcours, soit de magicien, d'homme, événement corporatif, sa sagesse spirituelle, son cheminement, Michel, c'est un gars ouvert, puis il est là pour répondre à vos questions. Alors, on va aller de la période de questions. Je vais aller voir en passant les gens qui sont présents avec nous. Salut Paul, salut Michel, Cantarel, Bernard. Good. Des gens de qualité qui sont là, c'est le fun. Des gens extraordinaires. Je vais aller lire vos questions. Si vous avez des questions, allez-y. Dans la petite colonne de droite, vous avez une petite fenêtre là, qui est présente. Vous avez juste à cliquer sur la section questions. Vous inscrivez vos questions ou commentaires ou suggestions, peu importe. Vous voulez en savoir plus sur le parcours de Michel. C'est quoi qui fait qu'il y a le succès dans la business aujourd'hui, dans son domaine qu'on a partagé tantôt? Ou ce qui fait que l'homme extraordinaire qui est rendu aussi dans sa compassion, dans sa gratitude en tant qu'humain, son cheminement spirituel, s'il voulait en savoir plus sur les voyages spirituels qu'il a participé. Alors, soyez à l'aise, sentez-vous à l'aise, venez vos questions. Bon, une question de Paul. Merci, Paul. Michel, quel était le déclic dans ta vie pour devenir quelqu'un de spirituel? Peut-être parce qu'il était rentré. Qu'est-ce que ça a été le déclic pour devenir quelqu'un de spirituel? De réaliser que je ne l'étais pas avant. Premièrement. Okay. C'est bon. Et puis, quand j'ai fait le nettoyage avec mes parents, avec mon père, ma mère, c'est que j'ai éclairé ça, bien, ça a ouvert tout un nouveau monde. Tu sais, quand tu n'es pas en train d'haïr quelqu'un, bien, il y a un gros espace qui s'est ouvert. Dans cet espace-là, c'est là que j'ai trouvé ma spiritualité. Et moi, je suis une personne athée. Tu sais. Donc, je ne crois pas aux religions catholiques et autres, là. Tu sais, je ne crois pas à ça. Là, tu sais. Mais c'est comme ça que j'ai pu petit à petit faire mes expériences, parce que je suis une personne qui est ouverte, mais qui fonctionne juste par expérience, qui fonctionne avec mes expériences. Tu me dis quelque chose, ça doit être vrai si tu le dis, parce que tu le dis, mais moi, vivre mon expérience, puis je vais être un peu comme, tu sais, l'ouverture la Kundalini, ceux qui connaissent ça. Quand j'ai été à mon dernier voyage au Brésil, chez Joao, je vais te dire, ça n'a pas été un maudit cadeau, tu sais, l'ouverture de la Kundalini. C'est tout ton corps, tu prends comme une expansion. Là, je leur ai dit, ben, ça va faire quoi, comment on va me sentir, là, tu sais. J'étais d'une chaise roulante, là, j'étais en pleine forme, mais ouf, là, mon gars, j'ai eu toute l'ouverture de la Kundalini, puis tout ça. Mais j'ai la chance de vivre aussi avec une femme qui est spirituelle, qui fait des traitements énergétiques, Carole, et puis qui est excellente dans les traitements énergétiques. Avec la maison dans laquelle je vis baigne dans cette énergie-là aussi. Tu sais, avec mon entourage aussi, moi j'en parle tout le temps, avec ça me permet d'entretenir puis je manque jamais une occasion. Si quelqu'un me demande, hey, Michel, comme là, 2 semaines, j'ai été dans un channeling avec Maître Saint-Germain. Tu sais? C'est extraordinaire, mais là, tu baignes dans une ambiance, puis c'est beaucoup plus facile de rester. Tu mentionnes, moi, ça me permet de poser une question. Ta femme, tu dis, parce que je connais bien Carole, qui est une femme spirituelle, elle aussi, elle chemine, elle a eu un déclic, j'imagine, ou elle a toujours gravité dans le monde spirituel ou énergétique, ça fait-tu... Ben, si tu lui poses la question, elle va te dire oui, mais moi, son chum m'a dit qu'elle a eu comme un éveil un peu accéléré. Tu
sais, de base, on l'est tout. Hein? Il faut être snob, penser qu'on est plus spirituel qu'un autre, là, qu'on n'est pas plus spirituel ou moins spirituel qu'un autre. On fait juste avec vérité. Mais Carole, elle, fait des traitements énergétiques, elle a suivi des cours de guérison, puis toute la quête, puis comme elle dit à ses clients qui viennent, elle dit, regarde, j'ai pas de don, là, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Le monde pense que ceux qui font ça ont des dons, mais c'est pas des dons. C'est comme quelqu'un qui fait de l'hypnose, c'est pas un don. C'est 5 heures de cours, tu es capable d'hypnotiser quelqu'un en hypnose. Quand tu enlèves les soi-disant mystères, tu te rends compte que tout est accessible pour un paquet de monde. Exactement. Puis on sous-estime souvent la capacité de la machine humaine, le potentiel créateur qu'on a à l'intérieur, mais encore faut-il l'exploiter puis s'ouvrir à ça. Tout est là. Hey, merci pour ta question, Paul. J'espère que ça répond à ta question. On va aller avec une autre question ici de Bernard Galland, mon ami Bernard. Dans quel domaine évolues-tu présentement, Michel? À quel niveau? Au niveau affaires ou au niveau personnel, spirituel? Je pense que là, je n'ai pas la spécificité ici. Il faudrait peut-être m'écrire, Bernard, mais je pense que c'est peut-être au niveau, en général, dans quel domaine est-ce que tu évolues peut-être au niveau, si on y allait au niveau affaires? Bien, présentement, ça fait 6 ans que je travaille sur un projet international. J'avais le goût de faire un projet international. Tu sais, j'avais eu beaucoup de succès locaux, provinciaux. Tu sais, j'avais atteint les sommets dans lesquels je voulais. Tu sais. Et puis, j'ai décidé d'inventer quelque chose. Tu sais, le même principe. Me chercher une business à l'international pour voyager à travers le monde. Déductible d'impôts. Tu sais. Mais je ne savais pas que partir de cette business-là était pour me coûter la peau. Tu sais. Ça fait 6 ans. Et puis, je suis en start-up là, pour une trentaine de pays avec ça. Avec realityentertainmentvideo.com. On a réinventé le karaoké. On a réinventé aussi, on devrait possiblement rentrer chez Disney, Universal Studios, Groupe Mattel, une trentaine de pays où on prend les enfants, on les envoie live dans des cartoons. T'sais? Moi, je peux me permettre, parce que j'ai collaboré à quelques reprises pour Michel. Il y a un projet vraiment extraordinaire entre les mains. C'est une nouvelle formule de karaoké réalité vidéo. C'est que tu peux te voir pendant que tu chantes, puis avec des corps différents sur des scènes internationales. C'est vraiment innovateur comme concept. Puis Michel est en train d'instaurer quelque chose vraiment d'unique. Je pense que c'est un clé en main que vous êtes en train d'installer en ce moment qui va se vendre un peu partout. Oui, c'est ça. On a de la demande dans une trentaine de pays qui ont de l'intérêt. Là, il faut les convertir en vente, mais on a une trentaine de pays. Mais c'est un projet qui, tu sais, quelqu'un me dit, ah, t'es audacieux faire ça. Non, je suis naïf. Tu sais pas dans quoi t'embarques quand t'embarques d'un projet. Hein? C'est un peu comme dans d'autres domaines. Donc, j'ai embarqué dans un petit projet, je pensais que ça allait coûter 50 000, je suis rendu à 1 million point que. Tu m'aurais dit aussi que tu vas prendre de l'argent, impossible, je ne pourrais pas le faire, puis regarde, je suis capable de le faire. Le gros dans ça, je te dirais que le succès, là, peu importe la finalité, le succès, c'est de réaliser tout ce qui n'a pas de barrière. Tu sais, je me dis pas, moi, je peux pas faire ça parce que je parle pas anglais, je parle pas un mot anglais, puis je parle pas chinois non plus. Hein? Donc, oui, c'est plus intéressant quand tu parles, quand tu es bilingue, trilingue, tout ça, mais c'est pas le cas. Donc, ça ne m'empêche pas de créer une business pour l'international. Tu sais, on peut s'arrêter par un paquet d'excuses, mais si tu enlèves les excuses du chemin, il y a juste des opportunités dans la vie. Mais l'opportunité la plus importante dans ce projet-là, c'est qu'est-ce que j'apprends? Lâcher prise. Travailler avec des gens n'ont pas leur parole, ça va prendre 2 semaines, ça prend 1 mois. Avant, j'aurais piqué des colères, maintenant, c'est OK, qu'est-ce qui fait que c'est ça? Tu inventes quelque chose, tu vas en faire avec des gens qui ne l'ont jamais fait, et les autres aussi, ils ne connaissent pas ça. Il faut que tu leur demandes des choses, puis toi, tu travailles, par exemple, comme présentement, je travaille avec des gens dans le métal, mais ces gens-là, ils sont habitués de faire du métal d'une façon conventionnelle, puis là, tu leur fais faire des choses qu'ils n'ont jamais fait. Donc, c'est sûr que les délais sont plus longs. Donc, j'apprends le lâcher prise. J'apprends que les résultats, maintenant, ne sont pas les résultats. Ce n'est pas le chèque à la fin de la semaine de ma paye qui fait le résultat. C'est, je regarde, oui, on a reçu un beau document qu'on vient de faire. Là, je suis excité comme un petit gars. Donc, ça te permet de garder ton excitation, puis ta joie de vivre, ton plaisir. Enthousiasme. Enthousiasme.
Mais c'est bon. Donc, souvent on entend la fameuse phrase, c'est pas toujours le haut de la montagne qui est important, c'est que chaque jour qui permet d'avancer, de grandir, d'apprécier les petits moments, les moments de création que tu fais, que tu retrouves ton côté enfant, l'enthousiasme de pleurer, c'est fun. Mais j'ai jamais vu la montagne. Tu comprends? Je l'ai jamais vu, tu sais. C'est-à-dire, quand tu penses que c'est ça, c'est ça. Tu n'as jamais fait de projets internationaux. Alors, je fais des beaux coups. Des fois, je me demande comment je vais me rendre dans 2 mois, dans 3 mois. Puis je fais confiance à la vie, puis je me dis, garde. Ce que je retiens de tout, que j'apprécie aussi, que tu as un côté vraiment entrepreneur, fonceur, c'est que tu partageais tantôt dans ta fin de semaine de Landmark, tu avais su avant que tu étais pour réconcilier avec ton père après, tu ne l'aurais pas fait. Fait que toi, tu plonges. Comme là, ton projet, si on t'avait dit, mettons, ça te coûterait 1 million, tu aurais. Fait qu'autrement dit, quand tu as un gut feeling et ça te fait vibrer, on y va, on ouvre les valves, puis il arrivera ce qui arrivera en cours de route, puis on s'ajuste. Oui, c'est ça. Mais c'est pas parce que je suis audacieux. C'est parce que je suis inconscient. C'est pas pareil. Ouais, Non, mais ce que je veux dire, là, puis je dis pas ça pour me valoriser ou diminuer, là, mais ce que je veux dire, c'est que je regarde pas, tu sais, je regarde pas l'ampleur de tout ça. Tu sais, je regarde la finalité, ça va marcher de même, OK, puis t'embarques dans des affaires que tu connais pas. Moi, la programmation, je connais pas ça. Le marché, comment ça se passe, les lois dans tel pays, je connais pas ça, tu sais. Si tu as des gens qui t'aident autour de toi, mettons, pour exemple, les langues, mettons que toi, au niveau de l'anglais, au niveau de l'informatique, c'est sûr que. Oui, mais ces gens-là ne l'ont jamais fait, ça. Fait que, ils font le programme, tu dis, OK, fais-moi ça, OK, moi, te le faire. Combien ça va prendre de temps? Ça va prendre 3 mois, puis ça prend 2 ans. Il ne l'a jamais fait. Il n'y a personne qui l'a fait. Fait que ça prend le temps que ça prend le temps que ça prend, tu sais. Mais l'innovation. Tu n'avais pas de chemin déjà construit de modèle. Ça te permet aussi, moi, en tout cas, dans mon cas, de me dire, est-ce que je suis capable de me coucher le soir heureux? Est-ce que je suis capable de me lever heureux? Est-ce que je suis capable de me coucher heureux? Est-ce que ça me tourmente pour m'enlever mon bonheur? Si ça me tourmente pour enlever mon bonheur, la première chose que je me dis, c'est, est-ce que je suis inquiet? Est-ce que j'ai un doute? C'est normal quand tu fais un projet d'avoir des doutes, d'avoir de l'inquiétude, d'être préoccupé. Mais là, je me dis, je suis préoccupé. Qu'est-ce qui me préoccupe? C'est juste ça. OK, c'est pas grave. Regarde, il va arriver ce qui va arriver, il n'arrivera pas ce qui n'arrivera pas. Mais quand si ça sera fait, là. Quand ça t'arrive, tu mentionnais au départ, tu as une conversation avec toi, tu es porté à écrire, ou tu le partages avec ta femme, ou tu vas ouvrir des conversations, ou c'est quelque chose que tu fais toi-même quand tu as des moments d'inquiétude? Généralement, en business, je ne partagerai pas avec ma blonde, parce que ma blonde, elle n'a pas le prix d'entrepreneurship, tu sais. Avec elle va dire, pourquoi tu fais ça, tu n'as pas besoin de ça, Elle va tenter d'alimenter ses propres doutes, ses propres peurs. Ouais. C'est même les gens qui ont peur ou des doutes essayent d'alimenter les autres avec leurs doutes. Donc, je peux juste regarder les choses telles qu'elles sont, puis je me dis, regarde, si tu dis que c'est pas l'argent qui mène ta vie, c'est pas l'argent qui te rend heureux ou qui te rendra malheureux. Mais pourquoi t'es préoccupé? Arrange-toi pour en rentrer, ou fais tes affaires, dépense moins, fais ce qu'il faut, puis that's it. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci, Michel. Puis, j'espère que ça répond à ta question. Bernard, Paul te repose une question. Paul, tu as parlé d'une conférence qui a changé, Que s'est-il passé? Probablement, la conférence, c'est probablement, je pense, c'est Landmark, je ne sais pas. C'est le forum de Landmark, Landmark. Okay? Ça dure 3 jours, puis c'est ontologique, c'est pas de nature psychologique, c'est ontologique. Et puis, ils te font voir tes angles morts. Ils font ça dans une trentaine de pays. Puis eux, ils font ça en Israël, avec dans la salle, il y a des Palestiniens, des Israéliens. Au début, ils se regardent, ils veulent se battre, puis à la fin, ils se prennent dans leurs bras, puis ils deviennent des amis. Ils font ça en Chine avec des gens qui sont super poignés. Au Japon, ça marche. Ça marche à 99,5. Moi, je me suis dit, quand j'y allais comme curieux, moi j'y allais avec beaucoup d'ego pour voir si l'animateur était si bon que ça. S'il était pour réussir avec moi. Et puis, ici, il a réussi avec moi, il peut réussir avec bien du monde, là, parce que j'ai eu tout un... Je suis devenu patient suite à ça.
J'étais un gars totalement impatient. Maintenant, je suis un gars patient. Je suis plus patient que ma blonde. Wow! Moi, je te connais depuis 10 ans, c'est bravo. Tu sais, puis j'étais un gars qui était impatient. Tu sais, aujourd'hui, je suis pas de problème avec la patience. Les choses n'ont pas besoin de se faire à la vitesse qu'on veut. Ils se font à la vitesse que ça se fait. De toute façon, tu passes ta vie frustré. Avec, le Forum de Landmark, c'est une excellente éducation. Ça dure 3 jours, ça se donne à Montréal. Tu couches pas là, tu arrives là le matin, tu repars le soir. La première journée, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. La deuxième journée, tu envoies plein qui pop, et là, tu te dis, ça va-tu marcher pour moi? Puis la troisième journée, ben, des fois, c'est toi, tu es dans la deuxième, des fois, c'est dans la troisième. Tu sors de là, mais toi-même, Perry, tu l'as fait, Landmark, hein? Oui, ça va vraiment. Ils l'ont fait, tout, c'est wow, ça t'amène, c'est rien de comparable. Moi, j'ai fait des cours avec Écoute ton corps, j'ai fait des cours avec Pierre Morancy, j'ai fait des cours avec plein de monde. Et c'est rien de comparable. C'est comme une autoroute, c'est comme si tu rentres dans un tunnel où tu ne sais pas ce que tu vas découvrir. Ils te le disent, quand tu vas là, quand vous allez sortir d'ici, on ne va rien vous avoir donné. Vous allez juste laisser aller des choses. Merci, Michel. C'est super inspirant. Merci. J'espère que ça répond à ta question, Paul. Bernard a une bonne question ici. Il te demande, si quelqu'un te demandait, Michel, quelle est ta recette de ton succès? Comment on enseigne l'art d'avoir du succès? Ou la définition que tu accorderais au mot succès? Donc, le succès, pour toi, ça représente quoi? Ça serait quoi ta recette? Si tu en avais une. Mais premièrement, c'est quoi le succès, dans le fond? Est-ce qu'il y a vraiment une recette? Moi, je connais des imbéciles qui réussissent à avoir des grands succès, des immenses succès, du monde intelligent qui, eux autres, ont un succès mitigé. Moi, je pense que la première chose, c'est d'apprécier le petit succès qu'on a. T'sais? Et je dirais, la deuxième chose, c'est de voir grand, dans le sens que de ne pas être dans des peurs, d'enlever le mot peur de son. Moi, les gens que je connais qui réussissent tous, là, c'est des gens qui ne vivent pas dans la peur de. Ils ne connaissent pas ça. Le monde, ils sont audacieux, non? Parce qu'ils peuvent être préoccupés, ils peuvent avoir un doute, ils peuvent avoir de l'inquiétude, mais ils ne vivent pas dans la peur, parce que la peur t'empêche d'avancer et de faire des bons mots. La deuxième chose, c'est que moi, dans la vie, je n'ai pas peur de me tromper. J'ai zéro peur. Je peux me tromper de toute façon de temps en temps. Tu ne peux pas atteindre des sommets si tu ne rencontres pas des roches en chemin et des obstacles. Donc, je sais que quand je fonce dans un projet, je fonce dans le projet, puis je me dis, regarde, il va arriver ce qui va arriver, il m'a donné 100%. Je ne donnerai pas 101%, ça n'existe pas. Mais je ne donnerai pas 99 non plus. On va faire 100%. Puis je vais vivre avec les résultats. Tu sais, j'ai fait un projet, j'ai perdu $250 000. Mais j'ai appris de façon extraordinaire sur moi avec ce projet-là. Puis quand j'ai eu fini mon projet, okay, je suis acheté un motorisé, puis je m'en vais faire le tour des États-Unis. Avec mon projet du théâtre de magie au dîner. J'avais été invité par David Copperfield chez eux, parce qu'il avait entendu parler de mon théâtre. Donc le cadeau, ça a été que j'ai été invité par Copperfield chez eux, malgré que j'avais perdu $250 000. Puis perdu $250 000, c'est l'ego qui parle. Parce que ce $250 000-là, il ne nous appartient pas. Ben oui, il m'est passé des mains, mais c'est-à-dire, quand tu meurs, tu ne l'amènes pas. Donc, si tu ne l'amènes pas, entre-temps, tu ne l'as pas. Tout est virtuel. C'est la valeur qu'on veut se donner. Mais quand tu veux vivre le succès, tu te considères comme une personne à succès, puis tu attires le succès. Puis tu évites de t'alimenter de gens qui sont négatifs, qui veulent juste te passer leur frustration, leur peur ou leur manque de courage de faire des projets. Merci, Michel. Très bonne réponse, inspirante encore une fois. J'espère que ça répond à ta question, mon cher Bernard. Là, on va passer avec Paul ici qui demande, c'est quoi la sagesse selon Michel Courtemanche? Question, Une bonne question, hein? en 2 mots. Ouais. En fait, je dirais, c'est d'avoir une paix intérieure. C'est que peu importe ce qui arrive, de maintenir sa paix intérieure.
même dans des turbulences, d'être capable de garder le courage, d'avoir une paix intérieure. C'est la paix intérieure qui fait que tu as de la sagesse ou tu n'en as pas. Si tu n'as pas de paix intérieure, hein, c'est comme tu le sais, c'est la même chose que tout le monde qui n'ont pas de sagesse ou peu de sagesse. Et il faut reconnaître qu'on a tous de la sagesse. À la minute qu'on la reconnaît, on peut la faire grandir, mais si on ne reconnaît pas le peu de sagesse qu'on a, comment on veut la faire grandir? Merci, Michel. Bernard te demande, merci Paul de ta question. C'est des questions très pertinentes d'avoir ça. Merci de votre générosité, messieurs. Fais-tu encore des symposiums de conférenciers, Michel? Oui, j'en fais 2 par année. J'en fais une en septembre à Montréal, puis j'en fais une en mars à Laval. Un qui s'appelle le colloque du management événementiel, colloque-événementiel.ca, qui a lieu le 20 septembre. Et l'autre a lieu en mars 2017, ça va être le 20e anniversaire. Oui, je peux me permettre, j'ai participé à quelques vitrines de conférenciers, de symposiums, c'est toujours à succès. Il y a beaucoup de gens de qualité, puis il y a beaucoup de clientèle d'ailleurs qui participent à c'est vraiment une référence, Michel. En ce moment, vous êtes privilégiés, messieurs, mesdames, d'avoir accès à quelqu'un qui fait vraiment une différence dans le Québec au niveau de l'événementiel et producteur d'événements. Merci de ta question et merci, Michel. Paul, est-ce qu'on a d'autres questions en ce moment? Je pense que... Avez-vous d'autres questions, messieurs, mesdames? Je vois que Paul et Bernard, vous êtes du monde engagé, généreux, c'est bien. Moi, j'en aurais une pour eux. Pardon? Moi, j'en aurais une pour eux. Oui, alors vas-y. Mais ils pourraient être n'importe où à ce moment-ci. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont là en train d'écouter quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? C'est une bonne question. Alors, vous pouvez m'écrire, messieurs, Michel vous adresse la question. Qu'est-ce qui fait que ce soir, vous êtes avec nous alors que vous pourriez très bien être n'importe où ailleurs? Vous ne connaissiez pas Michel. Alors, qu'est-ce qui vous a amené ici ce soir? On va voir s'il va y avoir des... soif de connaître des hommes d'inspiration, ça c'est Paul Boisvert. Merci de ta réponse. C'est bien. Donc, on attend la réponse de Bernard qui ne devrait pas tarder. Je ne le vois pas en ce moment. Paul te demande, par rapport à leur histoire, leur cheminement, leurs conseils. Et d'ailleurs, c'est le but d'Exprime-toi, d'ailleurs, de recevoir des leaders experts, des gens qui ont certains bagages, une expertise, une expérience de vie, qui viennent partager des trucs, des astuces, des stratégies, leur cheminement pour inspirer d'autres personnes, justement, que c'est accessible à tout le monde. J'ai le privilège de recevoir des gens de qualité comme ce soir Michel. Merci, Paul. Donc, Paul mentionne, tu es un modèle. Tu es un modèle, Michel, pour les gens qui entendent en ce moment, en tout cas, de la part de Paul. Cantarelle, que je connais bien, allô Cantarelle, c'est marqué source d'inspiration et curiosité d'entendre les hommes s'exprimer librement. C'est pour ça qu'il est ici ce soir. Super. Et Bernard, j'ai déjà entendu parler de toi, Michel, et je voulais t'entendre et te découvrir, et peut-être même me rapprocher de toi. Ah, OK. Juste à m'appeler. Pardon? Il a juste à me téléphoner. Je pourrais l'appeler, Bernard. Moi, je pourrais te mettre en contact si tu me permets. Je pourrais te donner tes coordonnées, Michel. C'est-tu correct pour Bernard? Oui, pas de problème. Ben, il y a qui que ce soit, il n'y a pas de problème. Parfait. Alors, ça, avec plaisir. Et aussi, Bernard mentionne, et aussi beaucoup de respect pour Perry. Ah, merci Bernard, ça me touche. Ah. Et merci de ton authenticité, ouverture, Michel, de la part de Paul. Effectivement, moi aussi, je te remercie de ta générosité, de ton authenticité. Écoute, de me partager des moments que je connaissais moi, mais que tu t'es ouvert aux gens, là, que tu as bégayé, exemple, c'est pas tout le monde qui oserait ça. Puis, c'est ça que je trouve extraordinaire, la plateforme des hommes s'expriment. C'est dans la transparence, puis il n'y a pas de game à jouer, on est là pour partager. Puis tout le monde a des défis, tout le monde a des trucs à... Moi, je suis chauve, j'ai perdu mes cheveux jeunes, fait que j'ai travaillé mon orgueil là-dessus. D'autres, c'est d'autres choses qui sont plus gros, tu sais, il y en a qui ont des gros pieds, etc. Fait qu'on a tout quelque chose
Mais quand on se cache, ben là, on reste encore avec des carapaces, puis on se prive des relations riches. Là, j'ai fait le tour pas mal. Et merci Perry pour son engagement avec son projet Explique-toi. Ben, ça fait plaisir, Paul. Écoute, je suis toujours content de te voir, Paul, puis amener des gens les prochaines fois, revenez quand vous voulez, c'est libre, puis c'est le fun d'avoir des gens de qualité. Puis je sais que c'est des gens en ce moment, Paul, Bernard, Cantarel, que je connais bien, qui cheminent, puis c'est des coachs conférenciers. Puis on est là pour s'entraider, hein, c'est solidaire au Québec, là, on est toute une grande famille, puis je m'en rends compte de plus en plus, c'est pas en restant isolé qu'il se passe de quoi, c'est en s'ouvrant et en rencontrant des personnes, puis c'est le but de tout ça d'ailleurs qu'on se... Il va y avoir un événement. Il va y avoir un événement pour la francophonie des conférenciers hein, à Montréal. C'est possible, tu veux dire cet été, là, tu parles, ou... Ah, ben, je ne sais pas au mois de mai, au mois de juin? Au Palais des Congrès? Je ne suis pas au courant de celui-là. Je sais qu'il y a l'Académie de Limite le 6-7 mai à Québec, là, mais celui de Montréal. Un événement qui font venir des conférences francophones partout à travers le monde. OK. Au mois de mai. Bon, Okay. Cantarel est peut-être au courant. Tu pourrais peut-être me dire, Cantarel, s'il y a un événement au mois de mai de conférenciers d'Europe. Tu parles aussi de francophonie? Oui, je pense que c'est Sylvain Bergeron qui est conférencier qui est en arrière de ça. OK. Sylvain Bergeron, je sais qu'il enseigne à des gens pour devenir conférencier. Tu fais venir un paquet de monde qui viennent de la Belgique, de la Suisse, de la France. OK. Cantarel me dit pas à ma connaissance. Fait que c'est à vérifier. Écoute, on va aller voir sur Internet, c'est possible. Bernard te pose une question. Est-ce que tu fais du booking de conférenciers? Est-ce que tu engages des conférenciers? Non, moi, je ne fais pas de booking de conférenciers. On les met en contact direct avec les acheteurs. C'est à ça que ça sert la vitrine de conférenciers. Exactement. Dans la salle, lorsqu'on fait la vitrine de conférenciers, ce sont que des acheteurs de conférences et de formation. Les gens ne vont pas là pour écouter une conférence parce que c'est plus des 15 minutes, de 13 minutes dans le fond. 13 minutes d'inspiration de leur sujet, de leur expertise. Ou après ça, de demander s'ils sont intéressés de les engager. Oui, mais tout est direct. Nous, on ne fait pas de booking. On ne fait pas de booking de divertissement non plus maintenant. Bernard, il dit, j'étais avec eux dernièrement, ils n'en ont pas parlé. Je ne suis pas sûr de comprendre. Là, oui, j'ai déjà assisté très bien. Avec eux dernièrement, ils n'en ont pas parlé. Je ne sais pas de quoi tu parles exactement. C'est-tu des conférenciers que tu parles, Bernard? Quand tu dis j'étais avec eux dernièrement, ils n'en ont pas parlé. Puis après ça, tu vas... Pardon? On parle peut-être de Sylvain Bergeron. Ah, ça se peut. L'événement, mais moi, l'événement, j'ai vu passer ça, j'ai vu passer ça soit dans LinkedIn ou dans Facebook. C'est très possible. Je pense que c'est le sommet de francophones. Il parle de Sylvain Boudreau et Jasmin Bergeron qui ont mentionné. Jasmin. Pardon? Je ne sais pas si c'est Jasmin. Je peux regarder parce qu'il est venu au salon de l'événement. Il est venu au salon de l'événement au mois de mars, une des personnes. Moi, je pense que tu parles de Sylvain Bergeron, je pense. Je pense, en tout cas, c'est possible. J'ai vu la grille de tous ceux qui venaient, là. Ils venaient de l'Afrique, ils venaient d'un peu partout. Avec d'autres questions, messieurs, dames? Sinon, je vais vous libérer tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, si on a fait le tour. J'ai vu Michel, tantôt Michel Roy, je ne te vois plus. Tu as des questions, tu peux. Je ne sais pas, puis Francis aussi. Bon, écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais te remercier infiniment, Michel, de ton temps, ta générosité, ton authenticité, puis d'avoir contribué à la cause des hommes qui osent s'exprimer, parce que plus on va se tenir ensemble solidairement, plus on va permettre à plusieurs hommes d'aller dans les ateliers de développement personnel, d'aller se ressourcer, puis d'aller se voir avec des miroirs, puis fréquenter des forums de landmark, puis des conférences, etc., pour grandir, puis de se rapprocher qu'on est des êtres spirituels, comme tu as mentionné tantôt. Sauf que souvent, on ne le sait pas, on n'est juste pas en contact avec ça. Donc, merci Michel, infiniment. Vas-y, vous avez peut-être quelque chose à compléter. Je remercie toutes les personnes qui sont à l'écoute, présentement, ceux qui sont avec nous live et ceux qui vont l'écouter en différé. Et merci d'être là. C'est à l'intérieur de votre écoute que nous-mêmes on grandit.
Et puis, mais propager aussi aux femmes de venir écouter les hommes, qu'est-ce que les hommes ont à dire. Parce que souvent, les femmes, quand elles rencontrent un homme qui s'exprime, ils ont l'impression que c'est un être bizarre qui est devant eux. Tu sais. Puis il y en a plein d'hommes qui s'expriment. La preuve, c'est que si vous êtes en train d'écouter, vous devez très certainement être des personnes qui savent s'exprimer. Donc, merci Perry de ta démarche. Merci d'avoir pensé à moi. Puis je te souhaite une belle soirée et une belle semaine, ainsi qu'à vous tous, remplis d'amour. Merci Michel. Puis merci beaucoup, messieurs, dames, de votre présence, participation. Puis grâce à vous, ben, ça grandit, exprime-toi. Je vous dis à la prochaine, puis il y aura une rediffusion, évidemment, pour ceux qui n'étaient pas présents ce soir. On se dit à la prochaine, le 18 mai, avec un autre invité de qualité comme ce soir. Merci Michel. Je t'embrasse, et merci encore du cœur. Bye bye tout le monde.